Maude Gattel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, donc candidate MoDem dans la 11e circonscription de Paris. Une circonscription au découpage étrange. D'ailleurs, on devait réformer la loi PLM pour les municipales. Ça ne sera pas fait non plus. Les Parisiens continueront à voter comme d'habitude. Écoutez, je continue à espérer que les Parisiens votent comme tous les Français, c'est-à-dire que leur voix puisse compter et que on ait davantage de lisibilité. Le mode de scrutin aujourd'hui pour les Parisiens est absolument illisible. Et je trouve que ça a une incidence aussi sur l'efficacité, la proximité des politiques publiques. Donc je continue à appeler de mes voeux une réforme de la loi PLM. Bon, on verra si c'est possible. Ambiance aussi tendue pour cette fin de campagne. Prisca Thévenot et son équipe de campagne agressée sur le terrain. 4 personnes ont été interpellées. Ça a été le climat général ou c'est plutôt un accident marginal ? Alors d'abord, je voudrais apporter tout mon soutien à Prisca Thévenot, son équipe, sa suppléante Virginie Lanlot. C'est absolument inacceptable. Inacceptable que le combat démocratique passe par la violence. Ça a été vu sur un certain nombre de territoires et je voudrais vraiment le dénoncer avec une grande force et apporter toute mon affection et mon amitié à Prisca et son équipe. On a beaucoup parlé aussi antisémitisme dans cette campagne entre extrême droite et extrême gauche. Une dame de 88 ans a été agressée encore parce qu'elle portait une étoile de David. Ça aussi, vous le ressentez, cette tension ? Il y a une immense tension, évidemment, qui explose depuis le 7 octobre et qui finalement est la conséquence de positions ambiguës, voire pire, en tout cas que je condamne. Cette explosion, plus de 1000% d'augmentation des actes antisémites, nos concitoyens français de confession juive la ressentent dans leur chair tous les jours. Et moi, je me bats contre ça parce que c'est absolument inacceptable qu'une partie de nos concitoyens considère ne plus se sentir en sécurité dans certains lieux de la République. Et est-ce que la gauche a fait le travail en son sein pour que ce problème soit mis sur la table ? On avait l'impression qu'après les européennes, ils n'étaient plus réconciliables. Et puis finalement, ils se sont entendus, ils ont mis ça sous le tapis. Moi, j'en veux beaucoup à la gauche, dite responsable, d'avoir justement accepté par ce cartel électoral, parce que c'est bien ce dont il s'agit, finalement de ne pas dénoncer ce que Raphaël Glucksmann avait eu le courage de dénoncer après une campagne extrêmement agressive à son endroit. Il a même été pris à partie physiquement. Et effectivement, il avait dit « plus jamais nous ne ferons alliance avec la France insoumise ». 24 heures après le résultat des élections européennes, il y a cette alliance sur des fondements qui, à mon sens, sur le plan des valeurs républicaines, n'ont pas levé tous les doutes qu'on peut avoir, et sur le plan du projet, conduirait notre pays dans une impasse. C'est un simple cynisme arithmétique, cette réconciliation, ou c'est la preuve que Jean-Luc Mélenchon exerce encore une domination psychopolitique sur la gauche ? Mais Jean-Luc Mélenchon est la figure incontournable de LFI, à laquelle les partis de gauche se sont ralliés, sans demander de comptes, d'explications sur tout un tas de sujets. La question des valeurs républicaines est pour moi centrale, mais vous avez aussi des sujets sur, par exemple, la position géopolitique de la France au regard de tous les basculements auxquels nous assistons dans le monde. Je n'oublie pas la position plus qu'ambiguë, coupable à mes yeux, de la France insoumise à l'égard du soutien à l'Ukraine. Et pour moi, ces ambiguïtés ne sont pas levées au profit d'un cartel électoral qui, de mon point de vue, obère la suite de la conception de ce qu'on se fait de la gauche républicaine, puisqu'elle a accepté finalement d'abdiquer devant la gauche de LFI, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le cas dans la gauche de votre terrain, de votre circonscription, puisque vous êtes en duel ? Le premier point de votre tract, c'est de dire que vous vous battez contre l'alliance dominée par Jean-Luc Mélenchon. C'est la réalité aussi dans cette circonscription ? Partout, dans tous les territoires, l'alliance Nouveau Front Populaire s'est faite au profit de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, dans la mesure où ces partis ont accepté un programme qui est plus que LFI. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, son programme de 2022, a imposé la majeure partie du projet au Nouveau Front Populaire. Et puis, on a vu ce qui s'est passé pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est la France insoumise qui a imposé sa remise en cause des institutions républicaines et démocratiques sous le silence de ses partenaires. Les seuls qui se sont levés contre ces pratiques du pouvoir qui, de mon point de vue, abîment profondément notre démocratie, ce sont ceux qui ont refusé
l'Alliance Front Populaire. Donc oui, c'est un tout. Et pourtant, depuis mardi, Jean-Luc Mélenchon a un nouvel allié ou ami ou soutien, enfin quelqu'un qui lui donne un blanc-seing, c'est Gabriel Attal. Alors puisque c'est pas le Nini qui a été décidé, c'est tout sauf le RN, y compris en votant pour des LFI. Non. Ce que Gabriel Attal a dit, ce que François Bayrou a rappelé, c'est que nous étions mobilisés pour faire en sorte que le Rassemblement national n'est pas la majorité absolue dans l'Assemblée de demain. Donc quelques députés LFI de plus, c'est pas grave, même s'il y a de l'antisémitisme, mais quelques députés RN de plus, c'est grave parce qu'ils peuvent avoir le pouvoir. C'est votre calcul ? Le projet du Rassemblement national, qui n'a finalement d'équivalent qu'avec celui du Front national, puisque les choses n'ont pas fondamentalement changé, c'est un projet mortifère pour la France. Mortifère parce qu'il divise les Français, mortifère sur le plan des valeurs démocratiques, républicaines et sur le plan du projet. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas la majorité absolue. Simplement, et Gabriel Attal l'a encore rappelé hier, il n'est absolument pas question de faire la moindre alliance avec la France insoumise. Moi, je ne pardonne pas ce que la France insoumise a fait ces 2 dernières années, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le débat public. Vous rappeliez l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. Je ne pardonne pas cette incapacité à condamner, à dire les choses et à considérer que l'antisémitisme est résiduel, selon les propres termes de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est inacceptable et c'est une ligne rouge. Alors c'est une ligne rouge qui empêchera en effet, on l'a compris, toute alliance de majorité et de gouvernement. Mais quand même, Louis Boyard, Alma Dufour, David Guiraud et quelques autres seront élus parce qu'il y a ce désistement. Alors, nous laisserons aux électeurs le soin d'en décider. Je pense qu'il était de notre responsabilité, en tout cas moi comme secrétaire général du MoDem, l'ensemble de nos candidats qui étaient arrivés en 3e position, alors que le RN était en 1re position et qui n'avaient dans ces conditions que peu de chances de peser sur le scrutin, se sont retirés. Je voudrais saluer ces positions extrêmement courageuses, difficiles à prendre, très difficiles à prendre. C'est un sacrifice pour les équipes, c'est dur. Parce que parfois aussi, vous vous dites que en vous maintenant, vous avez peut-être une chance justement de repasser devant et donc de lutter contre le Rassemblement national. Donc je voudrais vraiment dire que c'était une décision difficile. Je voudrais saluer celles et ceux qui l'ont prise. Nous, 100% de nos candidats dans cette situation se sont retirés et laisseront évidemment aux électeurs le choix de leur vote dimanche prochain. Et après dimanche, est-ce que vous voyez des alliances possibles à l'Assemblée ? Est-ce que ça vous irait que du PS jusqu'au LR, on tente un arc-en-ciel majoritaire ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les résultats de dimanche. Est-ce que le Rassemblement national aura une majorité absolue ? Est-ce que le Rassemblement national aura une majorité relative ? Si le Rassemblement national a une majorité relative, Jordan Bardella, Marine Le Pen ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas le pouvoir, ce qui est quand même une conception assez particulière. Ils se défilent ? Écoutez, normalement, quand on se présente aux élections, c'est pour avoir l'ambition d'exercer le pouvoir. Même si c'est compliqué arithmétiquement, même comme si depuis 2 ans. Même si c'est compliqué, et c'est le propre de nos institutions, de notre Constitution. Après, s'il refusait, évidemment qu'il faudrait trouver une manière d'agir, de construire, de bâtir pour notre pays. On est face aujourd'hui à des enjeux qui sont absolument majeurs. La question géopolitique, j'en ai parlé, la question climatique, la question de la préservation de notre modèle social. Et on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt parce que nous n'arriverions pas à nous mettre d'accord. Donc si le Rassemblement national n'avait pas la majorité absolue, refusait d'exercer le pouvoir, bien évidemment qu'il faudrait faire en sorte de rassembler celles et ceux qui ont des valeurs communes et qui souhaitent avancer pour le pays. Mais nous n'y sommes pas. Tout dépendra évidemment du vote des Français de dimanche et de la physionomie de l'Assemblée nationale dimanche soir. Néanmoins, avec les projections dont on dispose, on voit bien que le centre de gravité de cette alliance, des gens raisonnables, il va passer pas loin du MoDem quand même. Vous aurez un rôle clé. Écoutez, François Bayrou, c'est le combat de sa vie. C'est de faire en sorte que sur les éléments fondamentaux, ce qui nous réunit, on puisse essayer de construire ensemble, tout en ne niant jamais les désaccords que nous pouvons avoir sur tel ou tel sujet, mais essayer de faire en sorte qu'on puisse avancer au service de l'intérêt général, au service du pays. Donc bien évidemment, on continuera. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans. On a tendu la main. On a même essayé de construire des majorités de projets, même quand tous les signaux étaient au rouge, parce que c'est ce en quoi nous croyons. Les Français nous avaient donné une majorité relative en 2022, et c'était aussi de notre responsabilité d'essayer de faire en sorte d'avancer. Ça n'a pas fonctionné sur la plupart des textes, ça a fonctionné sur d'autres textes. Je voudrais rappeler que le dernier texte qui a été adopté
À l'Assemblée nationale, c'est celui porté par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a réussi justement ce travail. Donc moi, j'y crois profondément. C'est l'ADN du MoDem et on y prendra évidemment toute notre part. Si ça marche, si ça se constitue, on voit bien qu'il y aura une couleur un peu social-démocrate, parce qu'il y aura des LR, mais il y aura quand même beaucoup de Front populaire non LFI. Le pays envoie un signe très à droite, 220, 240 députés RN, et puis les élites politiques répondent par un arrangement plutôt centre-gauche. Est-ce que ça ne va pas accroître la cassure dans notre pays entre le bas et le haut? Alors, je récuse cette expression d'arrangement. La première condition, c'est qu'effectivement, le Rassemblement national refuse, comme il l'a d'ores et déjà indiqué, d'exercer le pouvoir. Et en responsabilité, comme femmes et hommes politiques, nous avons le devoir de faire en sorte d'avancer et de permettre à notre pays d'avancer sur les sujets, les défis majeurs qu'il a relevés. On a l'impression aussi que dès le rendez-vous de dimanche soir, on va se projeter sur les échéances futures. Soit une dissolution dans 1 an et on recommence et on perd 1 an finalement à être immobile, soit tout le monde commencera à regarder la prochaine présidentielle, quelle que soit sa date. Est-ce que le MoDem s'organise déjà dans cette vision-là? Alors moi, je ne me résous pas justement à cette hypothèse. Les Français attendent de nous qu'on leur apporte des solutions. Ils ont fait part d'un certain nombre d'interrogations, d'angoisses, de sentiments. Je pense notamment à un sentiment de déclassement auquel nous avons un devoir de répondre. 2027, c'est très loin. Et 2027, finalement, si nous ne répondons pas aujourd'hui aux attentes de nos concitoyens, 2027, le résultat sera probablement écrit. C'est Marine Le Pen. Exactement. Répondre aux attentes des citoyens, est-ce que ça se ferait plus facilement avec ce qu'on appelle un gouvernement technique? C'est-à-dire des ministres et un Premier ministre qui n'ont pas d'ambition politique, qui ne seront justement pas candidats à la présidentielle, mais qui connaîtront bien l'État. De toute façon, il nous faut des gens, quels qu'ils soient techniciens, qu'ils soient politiques, qui connaissent l'appareil de l'État, mais qui connaissent aussi profondément notre pays, qui soient ancrés dans les préoccupations des gens. Et je pense qu'il peut... tout type de profil répondant à ces deux exigences seront les bienvenus. Et quelles seront les priorités pour répondre justement aux attentes de la population? C'est sur le pouvoir d'achat, l'économique et social qu'il faut aller tout de suite, ou c'est plutôt vers le régalien, l'ordre, la sécurité? Je crois qu'il y a un peu de tout, et je crois aussi qu'il y a une demande de la part de nos concitoyens d'efficacité des politiques publiques. On a depuis 2017 fait un certain nombre d'avancées, de progrès sur la question du chômage, une baisse historique du chômage, sur la question du pouvoir d'achat aussi, de redonner du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi des choses que nos concitoyens ne perçoivent pas sur le terrain. Et je pense particulièrement au sujet des services publics. La question des services publics, de l'accès aux services publics, des personnes éloignées aujourd'hui de leurs droits, elle est centrale. Et on a aussi une exigence de faire en sorte de s'assurer que tout ce qui est voté à l'Assemblée nationale soit palpable, concret pour les gens. Et aujourd'hui, c'est probablement un sentiment qu'ils n'ont pas. Et donc, c'est ce sur quoi nous devons travailler. Un dernier mot, parisien. C'est un nouveau paysage politique parisien qui se met en place. Comment voyez-vous la perspective des municipales? Alors d'abord, paradoxalement, cette élection est aussi un désaveu pour Anne Hidalgo, dans la mesure où, sur les 9 candidats élus au premier tour, il n'y a qu'un seul candidat PS. C'est son premier adjoint qui s'en va. C'est son premier adjoint qui s'en va. Et je crois que il faudra, tous les amoureux de Paris voient bien qu'il faudra réparer Paris. Et que toutes celles et ceux qui sont convaincus de la nécessité d'agir pour lutter contre la fuite des Parisiens, la fuite des familles, devront se rassembler. Donc aujourd'hui, c'est pour les élections législatives et il y a vraiment un combat à mener. Mais demain, il faudra continuer à s'occuper de Paris. Maude Gattel, candidate MoDem dans la 11e circonscription de Paris. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain à 7h45. Votre invité sera Richard Verly, journaliste et auteur La France contre elle-même, le bal des illusions, publié aux éditions Grasset. Le regard de l'État.